Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec à mes côtés ce soir Mariette Darigrand, la sémiologue. Mariette Darigrand, bonsoir chère Mariette. Bonsoir Adeline. Et bonsoir Laurent Guimier. Bonsoir Adeline. Merci à tous les deux d'être là. Le sommaire de Chaque Voix compte ce soir à la une. Le Monde, selon Trump, il veut un bout de banquise contre la paix mondiale. C'est ainsi qu'il a présenté cet après-midi à Davos sa volonté d'annexer le Groenland. Il a dénigré l'OTAN, l'Europe, la France, Emmanuel Macron, tout en vantant l'économie américaine depuis qu'il est revenu au pouvoir. Jusqu'où ira-t-il ? Et jusqu'où ira l'Europe dans sa riposte ? Nous en parlons ce soir avec vous, Jean-Dominique Giuliani. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman et vous êtes l'auteur du rapport Schuman sur l'état de l'Union. Merci d'être là aux côtés de Thomas Gassiou, député Ensemble pour la République du Rhône et membre de la Commission Défense. Bonsoir. Et bonsoir Mathieu Plane. Bonsoir. Économiste et directeur adjoint de l'OFCE. Merci à tous les trois d'être là pour en parler ce soir. On en parle aussi avec Mariette, c'est votre mot du jour. Oui, je voulais revenir sur le mot coercition, dans l'expression anti-coercition qu'emploie en ce moment l'Union européenne à propos du Groenland, parce que ça a l'air compliqué et abstrait, mais en fait, il y a une image intéressante derrière. Du discours de Donald Trump à Davos tout à l'heure, on retient aussi une phrase à propos d'Emmanuel Macron. Alors quand j'ai appelé Emmanuel Macron, je l'ai regardé hier avec ses belles lunettes de soleil. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? What the hell is that ? Eh bien, c'est quelle histoire ce soir avec Laurent Guimier ? Oui, moi je vais vous parler des lunettes de soleil, de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire un bobo à l'œil, mais aussi pourquoi Emmanuel Macron a choisi ces lunettes, on va dire comment aussi voyantes, parce qu'il y a une stratégie de communication derrière tout ça. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, ensuite, ce sera la question qui fâche. Faut-il enterrer les zones à faible émission ? Ça sent le roussi, en tout cas pour les ZFE supprimés hier soir lors d'une commission mixte paritaire. 6 ans après leur mise en place, nous en débattrons avec l'ancien ministre de la Transition écologique François de Rugy, avec le député Rassemblement national du Gard Pierre Meurin et avec la députée écolo de Haute-Garonne Marie-Christine Arrigui. Vous pouvez vous aussi interroger nos invités ou nous faire part de vos réflexions. C'est simple. C'est là, c'est le QR code qui est là, vous le flashez, il s'affiche tout au long de l'émission et c'est Laurent Guimier qui collecte toutes vos remarques ou vos questions. Et puis bien sûr, Bourbon Express tout à l'heure, le journal de l'Assemblée nationale présenté par Marco Pommier qui nous racontera comment un post-it nous a permis d'éviter un incident diplomatique cet après-midi à l'Assemblée. Voilà, c'est le menu de ce soir dans Chaque Voix compte. Installez-vous confortablement, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais d'abord une question pour vous trois. Est-ce que vous diriez que l'on est dans l'un des moments les plus dangereux de notre histoire ? Thomas Gassiou. Pas forcément les plus dangereux. Il y a encore quelques dizaines d'années, on était en pleine guerre froide avec des menaces divers nucléaires, donc il faut relativiser toujours un peu les choses. On est dans un monde en tension, où on a des stratégies impériales qui s'affirment aujourd'hui, aussi bien dans des régimes autoritaires comme les Russes ou les Chinois, que c'est nouveau également dans des démocraties. Et aujourd'hui, l'Europe est un peu à la croisée des chemins. Soit elle s'affirme, soit elle sort de l'histoire. Et donc, moi, je voudrais voir ce qui se passe en ce moment comme une opportunité pour l'Europe de reconquérir d'une certaine manière son indépendance au niveau militaire, au niveau technologique, face à un allié américain qui a tenté la vassalisation et qui aujourd'hui s'ingère même dans qui fait de l'entrisme politique, voire même qui menace notre intégrité européenne. Donc je vois cette époque comme une époque d'opportunité où il faut qu'on ait les yeux ouverts sur le monde. Jean-Dominique Giuliani, vous êtes aussi optimiste ? Oui, absolument. Je dirais un tournant. Je ne sais pas s'il est dangereux ou pas. Si on écoute Donald Trump, ce qu'on a tort de faire trop souvent d'ailleurs, on devrait plutôt juger sur ce qu'il fait. Mais je sais que c'est difficile parce qu'il occupe l'espace médiatique en permanence par ses propos. Il le sature. En réalité, ce qui est en train de se dessiner, c'est une réaction unitaire de l'Europe. Et parce qu'une ligne rouge a été franchie incontestablement, mettant en cause la souveraineté d'un territoire autonome dépendant d'un État membre. Nous en avons nous-mêmes, n'est-ce pas ? Et donc nous sommes aussi concernés. Je crois en plus que l'Europe a l'occasion de montrer tous ses outils, je pense qu'on va en parler, et elle est beaucoup plus puissante qu'on le dit et qu'elle le croit elle-même. Mathieu Plane, quel regard l'économiste que vous êtes porte sur le moment actuel ? Le moment actuel, c'est un moment d'inquiétude. Enfin, voilà, est-ce que c'est le moment le plus dangereux de l'histoire d'après-guerre ? C'est difficile à dire. Inquiétude et rupture. Rupture, mais qui se confirme. Je trouve
au fil des mois. C'est vrai que c'est un moment, un des vrais défis pour les Européens, de savoir comment ils vont être capables de réagir. Est-ce qu'ils vont être d'abord dans l'unité face à cette réaction, et est-ce qu'ils vont tenir tête en fait aux géants américains, qui a aussi un certain nombre de cartes économiques dans son jeu. Mais voilà, je suis d'accord, l'Europe en a aussi, mais elle a aussi une question politique. Il faut qu'elle aille dans le même sens, et ça, c'est pas évident. Deux questions nous tourmentent. Jusqu'où ira Donald Trump? Jusqu'où ira l'Europe? Pour y répondre, les yeux du monde sont tournés vers une terre glacée qui ne compte que quelques milliers d'habitants. Et là, je ne parle pas du Groenland, mais de Davos, station suisse huppée qui accueille donc le Forum économique mondial. Donald Trump y était attendu de pied ferme alors que sa volonté d'annexer le Groenland menace de faire éclater l'alliance transatlantique. On n'a pas été déçus du voyage. Dario Bargogno. C'est la plus grande île du monde et Donald Trump la veut. Dans ce monde sous tension, le Groenland est devenu primordial pour le président des États-Unis. Alors, il n'en démord pas depuis des semaines et l'a encore redit aujourd'hui, il doit s'en emparer par tous les moyens. Nous en avons besoin pour notre sécurité nationale stratégique et notre sécurité internationale. Seuls les États-Unis peuvent protéger cette terre gigantesque, ce morceau colossal de glace, le développer, l'améliorer, faire en sorte qu'il soit bénéfique et sûr pour l'Europe et bon pour nous. Washington réclame des négociations immédiates pour acquérir le Groenland, mais l'Union européenne fait bloc autour du Danemark. De quoi agacer Donald Trump. J'aime l'Europe et je veux que l'Europe aille bien, mais elle ne va pas dans la bonne direction. Pour y remédier, il brandit son arme préférée, les droits de douane, cette fois-ci jusqu'à 25% d'ici juin. Des menaces tarifaires encore plus fortes pour la France. Les États-Unis pourraient même taxer nos vins et champagnes à 200%. La raison, Emmanuel Macron a pris la tête des Européens sur de nombreux sujets pour s'opposer aux ambitions américaines. L'accumulation sans limite de nouveaux droits de douane a ouvertement pour but d'affaiblir et de soumettre l'Europe. C'est absolument inacceptable. L'Europe dispose aujourd'hui d'outils très puissants et nous devons les utiliser lorsque nous ne sommes pas respectés et lorsque les règles du jeu ne sont pas respectées. Des outils d'abord de défense. Plusieurs pays ont déjà envoyé du personnel militaire au Groenland et l'Elysée demande aujourd'hui un exercice de l'OTAN sur le territoire. Des mesures économiques aussi, avec le gel de la ratification d'un accord commercial avantageux pour les États-Unis, ou encore le possible recours à un puissant instrument anti-coercition qui pourrait restreindre le commerce et les investissements américains. La contre-attaque de l'Europe commence à peine. Les 27 continueront à l'organiser demain lors d'un Conseil européen extraordinaire. Alors on va revenir évidemment sur les armes dont dispose l'Europe pour riposter aux attaques de Donald Trump. Mais d'abord, je voulais vous entendre sur ce discours de Donald Trump, discours fleuve à la tribune à Davos, plus d'1 heure. Ensuite, il a aussi répondu à des questions des journalistes. Qu'est-ce qui vous a frappé dans les mots de Donald Trump cet après-midi, Mathieu Plane ? Dans les mots de Donald Trump, ce qui m'a plutôt frappé, c'est que on voit que finalement, il est un peu le roi du monde, je trouve, dans sa façon d'agir, dans les relations commerciales. Il veut imposer, en fait, sa vision du monde, d'ailleurs, au reste du monde. Ils sont débarqués, je crois, à 800. Déjà, ça montre quand même... Ah oui, le cortège américain était assez impressionnant. Voilà, donc on est effectivement toujours dans cette forme de provocation un peu permanente de Donald Trump. Voilà, il est toujours dans son rôle, j'allais dire, presque il est de moins en moins surprenant, au fond, dans ce qu'il fait et dans ses façons d'agir. Maintenant, voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais... Jean-Dominique Giuliani, Donald Trump, tout le monde en a pris pour son grade cet après-midi. L'OTAN, l'Europe, la France, que Donald Trump dit ne plus reconnaître, des pays d'Europe détruits par une immigration massive et incontrôlée. Est-ce que vous faites la même analyse que Mathieu Plane sur le fait qu'il arrive en empereur en fait à Davos et avec cette obsession du Groenland en étrillant tout le monde autour de lui et en expliquant que seule l'Amérique compte? Moi, je trouve que c'est un discours infantile. Un sénateur a dit un enfant de 4 ans. C'est Claude Malhuret qui a dit que c'était un enfant de 4 ans qui voulait le baigneur dans la vitrine. Oui. Et pour le casser et le jeter aussitôt, il change d'avis comme de chemise. On voit qu'il a une culture stratégique assez limitée, qui se résume à regarder Fox News tous les matins. Et donc ça m'a beaucoup frappé, parce qu'à ce niveau-là, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui relève quand même d'un profil psychologique au moins narcissique,
et peut-être, je ne suis pas médecin, un peu plus que cela. Et donc je trouve que c'est vraiment dommage pour la première puissance militaire du monde. C'est dangereux, il est imprévisible, et donc c'est une mauvaise nouvelle pour l'Amérique d'abord, je crois, et pour le monde aussi, avant d'être une mauvaise nouvelle pour nous, parce qu'une fois encore, je crois que cette fois-ci, on ne peut pas laisser passer ces excès. Est-ce qu'il faut se laisser humilier de la sorte quand il parle de la France en ces termes, quand il ironise sur les lunettes d'Emmanuel Macron, Thomas Gassiou? Bien sûr que non. Je pense qu'on a testé en 2025 la tentative de négocier avec Donald Trump, d'essayer de le calmer. On voit bien que ça ne marche pas. Moi, ce qui me frappe le plus, d'une certaine manière, c'est le parallélisme qu'on peut faire en ce moment entre ce qui se passe aux États-Unis, en Chine et en Russie. On est face à des États qui revendiquent aujourd'hui des stratégies impériales, qui ont un culte de la personnalité quasiment autour de leurs dirigeants et un climat d'affairisme global. Et moi, ce qui m'interpelle le plus en tant que démocrate, c'est que la démocratie américaine a pu produire ça, a pu produire quelqu'un qui a cette stratégie impériale. Et face à cette stratégie impériale, il n'y a que deux options. On ne peut pas être allié d'un empire. On peut être vassal d'un empire ou on peut être autonome. Et donc aujourd'hui, le temps du réveil stratégique européen est venu. On a déjà commencé, mais aujourd'hui, il faut accélérer à ce point sur ce sujet-là. Première question téléspectateur avec vous, Laurent. Une question de Jean-François qui habite à la Turbie dans les Alpes-Maritimes. Comment expliquez-vous qu'après un discours où Donald Trump a dénigré le monde entier, toute la salle se lève et applaudit? Intéressant. Jean-Dominique Giuliani. Par le fear factor, la peur. Ah oui. Contrairement au premier mandat de Donald Trump, où il y avait autour de lui le militaire, des conseillers, Bolton, etc., qui le tempéraient et le modéraient et qui connaissaient un peu les affaires du monde, là, il s'est entouré d'une cour très idéologique, venue de l'Heritage Foundation, avec un programme complètement délirant, etc. Et donc, il n'a plus de limites. Et je crois que c'est ça la vraie définition. Il n'a plus de limites. Et nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre des limites, parce que sinon, c'est notre nature même, nos démocraties même, qui... Mais qui est dans la salle au moment de son discours et qui se lève pour applaudir? Écoutez, par exemple, les deux grands patrons, les plus grands patrons de Wall Street, Jamie Dimon, JP Morgan, qui l'introduit, et puis le patron de BlackRock qui interviewe Emmanuel Macron, tous les deux disent Emmanuel Macron a le discours de la sagesse, il est modéré, lui rend hommage, etc. On voit bien ce qu'ils pensent, mais ils ne disent rien parce que sinon, la police politique qu'a créée Trump, l'instrumentalisation de la justice, la dégradation de l'état de droit aux États-Unis risquent de leur porter... C'est terrible ce que vous dites là. Oui, c'est sérieux, parce que je suis aussi inquiet que le député Thomas Gassiou sur l'état de l'Amérique. J'ai l'impression que la démocratie s'effondre. J'espère que non, j'espère qu'il y a des cordes de rappel, j'espère qu'il y a des balances de pouvoir, etc. J'en suis pas sûr quand je vois les images que vous voyez dans la rue, où maintenant on se bat dans la rue avec une police masquée et armée jusqu'aux dents qui traite les gens. Voilà. Mathieu Plane, un mot du bilan économique dressé par Donald Trump lors de ce discours de Davos. Est-ce que l'économie américaine se porte aussi bien qu'il le dit? Ah non, la défragilité, l'économie américaine. On a vaincu l'inflation, dit-il. Ben, c'est l'inverse. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est plutôt l'inverse. C'est d'ailleurs, j'allais dire, un axe de résistance à l'intérieur des États-Unis. C'est justement la Réserve fédérale américaine qui l'amène. Justement parce qu'il ne veut pas se plier aux injonctions de Donald Trump. Il ne veut pas, Jérôme Powell, qui est le président de la Réserve fédérale américaine, qui ne veut pas baisser les taux. Il a un mandat, il essaie de faire respecter ce mandat. Et il en prend plein la figure régulièrement en disant c'est Mr. Too Late, il comprend rien à l'économie, il n'a jamais fait de business. Voilà, donc ça montre que l'économie américaine, elle a justement des fragilités. Et d'ailleurs, ça se ressent dans l'opinion publique, c'est-à-dire qu'il dévisse quand même maintenant l'opinion publique, et notamment pour les questions d'inflation du coût de la vie. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on va éradiquer l'inflation. D'abord, on ne peut pas éradiquer l'inflation, ça n'a aucun sens. Et puis en plus, la réalité des choses, c'est que des Américains sont quand même dans des difficultés financières. C'est vrai que la croissance américaine est robuste, mais à quel prix? À quel prix de déficit? Des déficits commerciaux aussi qui sont gigantesques. Besoin de financement externe énorme, d'ailleurs on pourra en reparler aussi, qui dépend de l'épargne mondiale. On se demande jusqu'où il va aller, et il est en train, quelque part, de casser
quand même, je vais dire, les États-Unis, qui est une puissance mondiale, et il est en train de faire un peu n'importe quoi avec tout ça, quoi. En tout cas, il a l'intention d'aller jusqu'au Groenland. Il l'a redit, il veut un bout de banquise en échange de la paix, mais je n'ai pas envie d'avoir recours à la force pour l'acquérir. Alors, je ne sais pas comment vous avez compris cette phrase. Il n'a pas exclu le recours à la force. Il a dit que pour l'instant, il n'en avait pas envie. En langage trumpien, il faut comprendre ça de quelle façon ? Alors, déjà, ce que je trouve positif, c'est qu'on a parfois moqué les soldats européens qui étaient allés sur place, quelques dizaines, mais en fait, l'arrivée de ces soldats a été un puissant signal stratégique, puisque ce serait un coup énorme à Trump de devoir affronter des soldats européens. Et donc, dès le premier soldat européen qui pose le pied sur le Groenland, dès l'unité politique, ça produit un effet stratégique. Alors que les Américains, s'il n'y avait pas eu de réaction, auraient pu simplement aller planter le drapeau américain sur le Groenland et faire leur ce territoire. Donc pour moi, c'est une première victoire de l'Europe qui s'affirme de défendre ce territoire. Mais quand il dit qu'il veut des négociations immédiates sur le Groenland, il continue on part sur quelle base pour les négociations ? Il continue à dérouler son programme d'acquisition du Groenland en disant on va acquérir ça par des négociations, mais bien entendu, nous, il faut qu'on reste dans une démarche de fermeté. Et notamment la France, qui a de nombreux territoires ultramarins, on ne peut pas accepter comme ça qu'on modifie les frontières, qu'on revienne sur l'intangibilité des Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est à 2000 km du Groenland. Pardon ? Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas très loin. Oui, Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ensemble des territoires européens. Vous savez, la France est présente sur tous les océans, sur tous les continents. Ça serait accepter le fait accompli, ça serait se mettre en danger sur l'ensemble de nos autres territoires. Mais en tout cas, prenons conscience de l'importance, on va dire, d'opposer une résistance et d'envoyer des signaux sur le fait qu'on est prêt à défendre ce territoire. Le fait que la France ait demandé la nuit dernière un exercice de l'OTAN au Groenland, ça fait partie de la première réponse ? Oui, vous savez, les soldats français, on les a envoyés pour participer, pour dire finalement vous souhaitez qu'on sécurise le Groenland, on va prendre notre part à la sécurisation. Donc on peut aussi l'envoyer de cette manière-là. Aujourd'hui, on voit bien que derrière Trump, à mon avis, sa volonté d'acquérir le Groenland ne repose pas sur des raisons stratégiques. Ça, c'est ce qui est avancé. Les Américains peuvent avoir des bases. C'est ce qu'il a répété encore cet après-midi. Ils en avaient plus d'une quinzaine pendant la guerre froide. Ils avaient des milliers de soldats sur place. Ils peuvent le faire sans aucun problème. Aujourd'hui, je pense que derrière Trump, il y a la volonté de marquer l'histoire. Il y a son ego. Il veut faire des belles images. Mais le dôme d'or qu'il veut construire au-dessus du Groenland... Il peut le faire déjà aujourd'hui, de fait. Il n'y a rien, le traité de 1951 ne l'empêche pas de le faire. Bien entendu, le Venezuela, c'est la même manière. Est-ce qu'il y allait réellement pour lutter contre le narcotrafic ou pour prendre la main sur la première réserve pétrolière mondiale ? Lui-même, dans son discours, assume que désormais, il va valoriser ses réserves pétrolières. Il y a les plus anciens sénateurs républicains qui se sont réunis et qui ont dit, si jamais on utilisait la force pour aller au Groenland, la présidence de Trump s'arrêterait aussitôt. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mitch McConnell, etc. Donc, si vous voulez, on n'imagine pas des soldats américains et des soldats européens se battre. Ils sont alliés depuis plus de 100 ans, ils ont versé le sang ensemble. Donc, l'armée aussi a son mot à dire. Les Européens se réunissent demain en sommet. Est-ce qu'ils espèrent encore sauver le mariage, Mathieu Plane ? C'est une grande question. Est-ce que justement pour sauver le mariage, il faut être plus dur dans les négociations ? Parce que pour le moment, ça n'a pas été le cas. On s'est quand même assez, j'allais dire, couché dans les premières négociations. On a accepté quand même des conditions assez particulières, justement pour avoir seulement 15% de douane. Les 15% de douane de l'année dernière. Et donc, mais justement, est-ce que la riposte, elle peut être graduée ? Parce que là, on en a parlé, le traité de Turnberry, qui doit réduire à 0% les droits de douane sur les produits américains importés en Europe, suspendu pour l'instant par les partis majoritaires au Parlement de Strasbourg, ça, c'est la première échelle. La première échelle. Pardon, c'est une réponse très forte. Et c'est le début de la réponse qui est évidente. Après... Effectivement, il y a un instrument anti-coercition qui a été mis en place, alors qui n'était pas censé être utilisé pour ça, mais qui était plutôt... C'est ça qu'on appelle le bazooka commercial ? Le bazooka commercial, et on est dans un cas d'école. Vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a dans ces mesures de bazooka commercial ? Vous en avez plusieurs, vous avez plusieurs mesures, c'est-à-dire que vous pouvez bloquer les investissements étrangers, vous pouvez sortir des entreprises américaines de marché public, vous pouvez mettre des quotas sur des importations, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc vous pouvez intervenir presque au cas par cas, là où vous considérez que c'est pas bon. Vous pouvez sortir, on imagine, sur un certain nombre de choses qui pourraient se passer. La question, c'est est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on aura besoin de le faire ? Mais s'il va vraiment au bout, on va être obligé de le faire. Enfin, je vois pas comment on ne peut pas le faire. La France va le demander officiellement au Conseil européen. Et donc le Conseil européen peut décider à la majorité qualifiée
de l'introduire. Mais il y a déjà, avant, des mesures qui ont déjà été préparées et qui peuvent être déclenchées, puisqu'elles ont été suspendues jusqu'au 6 février, qui portent sur 93 milliards de droits de douane supplémentaires applicables à toute une série de produits sensibles et d'importations sensibles. C'est la première phase. Vous avez prononcé le mot d'anti-coercition. C'est le mot du jour avec Marie Darrigan. C'est un mot pas très beau d'ailleurs. Difficile à dire. Oui, c'est vrai, Mariette, que c'est d'abord un exercice phonétique, la coercition. Oui, c'est très difficile à dire. C'est pas beau, c'est compliqué, c'est abstrait. C'est un terme juridique, évidemment, qui est récent, qui a été siglé. IAC, d'ailleurs, c'est curieux, on ne dit pas le sigle, mais c'est quand même, c'en est un instrument anti-coercition. Très difficile. Alors, ça date de 2023. Ça a été pensé au moment où la Chine faisait pression sur la Lituanie, au prétexte que le pays balte avait de bonnes relations avec Taïwan. Bon, et donc maintenant, c'est un peu plus au nord que ça se passe. Ça s'applique à ce qui se passe au Groenland que Donald Trump veut acheter. Voilà, donc ce mot de coercition, il nous rappelle en fait son étymologie. C'est ça qui est intéressant. Il est abstrait, mais l'épisode Trump nous rappelle son image physique. Parce que du temps de Cicéron, la coercition, c'était une force violente, abusive, qu'il s'agissait de contenir. Alors vous voyez que ça nous dit quelque chose. Alors la métaphore, elle s'appliquait d'abord à un fleuve. Il y avait beaucoup comme ça dans l'Antiquité. Le fleuve était impétueux, en désordre, et par image, ça s'appliquait à certains êtres. À certains hommes politiques. Voilà, qui nous donnent cette impression. Alors, c'est ça qui est intéressant, là, du point de vue du langage dans ce qui se passe, c'est que je trouve que cette métaphore, elle est encore très parlante aujourd'hui. Quand on parle de anti-coercition, on a bien ce personnage trumpiste qui abuse de l'espace, qui le prend, qui se l'approprie. Mais là, et vous l'avez déjà un peu dit, mais on tombe sur un socle de la pensée européenne. Parce qu'en Europe, depuis les Lumières, depuis Montesquieu en particulier, il est évident que le droit gagne sur la force. Sauf que, justement, est-ce que nous, les Européens, et nous en particulier les Français, on n'est pas trop intellectuels ou trop angéliques en disant ça? Dans un temps de guerre, est-ce qu'il faut ne pas s'armer plutôt que de se retrancher derrière le bouclier du droit? Alors le mot aussi a été prononcé, bazooka commercial. On voit bien que... L'arme lourde. Armes lourdes. Les Européens veulent être puissants dans cette guerre commerciale. C'est à cela aussi que le Trumpisme oblige finalement. Mais c'est vrai, Adeline, que l'arme anti-coercition, elle reste une arme de dissuasion. Le règlement n'a jamais été utilisé pour le moment. C'est comme le nucléaire, en fait. On s'en sert comme une menace. Alors, par métaphore, je le vois aussi dans la presse, là, aujourd'hui. On peut dire, par exemple, va-t-on appuyer sur le bouton de l'IAC? Oui, ça semble plus probable que le bouton nucléaire quand même. Si l'escalade doit avoir lieu, elle aura lieu, a dit cet après-midi le ministre de l'économie, Roland Lescure. Donc lui, il est prêt à appuyer sur le bouton de l'IAC. S'ils veulent être crédibles, une fois de plus, je pense que les Européens sont obligés d'y passer, enfin de le faire. Après, on va voir les mesures. Il y a déjà d'abord le gel des fameux 93 milliards, mais après, il faut aller au-delà de ça. Et donc, alors, la difficulté, c'est quelle peut être la riposte américaine face à ça. C'est un peu comme un jeu de poker. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une surenchère en face, ou au contraire, tout ça va faire qu'on va dire, bon non, finalement, tout le monde va se calmer et on va revenir à des négociations un peu plus sérieuses. Mais si l'Europe ne réagit pas aujourd'hui dans la situation actuelle, ça montrerait sa faiblesse. Mais par contre, les deux vont perdre dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est des pertes communes et au sein de l'Europe, les pertes sont différentes. C'est là la difficulté, c'est que la position allemande, la position italienne n'est pas forcément la position française sur ce qu'il faudra faire. Donc, Giorgia Meloni, elle dit à chaque fois de concert. Giorgia Meloni ironise, elle dit: devrons-nous prendre nos distances au point de quitter l'OTAN, fermer les bases américaines, rompre les relations commerciales et prendre d'assaut les McDonald's? Oui, mais écoutez, c'est plus que de l'ironie, parce que quand même, elle a condamné aussi les propos et les intentions de Donald Trump. Et l'instrument anti-coercition, comme vous le disiez, c'est aussi un document juridique. Les conditions sont remplies, toutes, c'est-à-dire une pression tendant à faire quelque chose à un État ou à l'Union européenne contre sa volonté. Donc elles sont remplies et la France et l'Allemagne, d'après mes informations, vont demander l'activation et le vote du Conseil européen
Donc, et ça va commencer jeudi, ça se fera peut-être plus tard. Et donc, une fois qu'on est rentré dans la procédure, ensuite, après, toute la palette que vous décriviez d'instruments, elle est très large parce qu'elle concerne les organisations, les entreprises, mais aussi les personnes. On peut interdire à des personnes d'entrer sur le territoire européen. On peut interdire... Ça peut aller jusque-là. Oui. De la même façon que certains Européens sont désormais interdits d'aller aux États-Unis. On pense à Thierry Breton. La position européenne, ce n'est pas de la faiblesse. C'est dans la durée, la sagesse, la raison, avec les armes toutes prêtes sur la table. Mais on souhaiterait qu'elle ne s'applique pas. C'est ça la position. Je voudrais dire qu'avec les États-Unis, je pense qu'il ne faut pas chercher la rupture, mais il faut refuser la dépendance et la soumission. Si on recule un peu le zoom, nous les Français, dans les années 60, on a refusé cette dépendance, puisqu'on avait vécu notamment l'épisode de Suez, et on s'est dit les États-Unis ne risqueront pas leurs intérêts vitaux pour défendre l'Europe. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase où non seulement on se dit que les États-Unis peut-être ne nous protégeront pas, voire même ont la tentation de nous vassaliser. Et donc en Européen, il faut refuser ça. C'est marrant parce que c'est une inversion de la charge que vous faites, parce que Donald Trump vous accuse l'OTAN exactement des mêmes mots. Toujours, mais regardez les narratifs de tous ceux qui sont dans des stratégies impériales, ils inversent toujours la charge. Regardez le narratif de Poutine, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, il faut refuser cette vassalisation, il faut avoir conscience qu'on est dans un monde où les empires sont de retour, et l'Europe aujourd'hui est face à des choix avec quelque chose qui prendra sans doute plusieurs années, où il faudra investir également des centaines de milliards d'euros pour sortir de cette dépendance. Une question téléspectateur ? La loi qui domine la force, ce qui est notre socle, va se concrétiser. C'est ça qui serait intéressant. Oui, c'est des mesures concrètes. Mais n'oublions jamais que l'Union européenne n'est pas un État, et encore moins un empire. Donc ça peut apparaître pour une faiblesse face à quelqu'un qui verbalise et comme ça. Mais en réalité, dans la durée, si je prends les grands patrons américains, ils sont plutôt sur la ligne européenne, en fait. Il y a beaucoup de questions sur les ripostes souhaitées de la part des Européens. Peut-être pour vous, Monsieur Plane, question de Christophe. Le fait que la dette américaine soit détenue par beaucoup de pays européens peut-il être utilisé comme arme économique ? Alors, c'est très intéressant comme question. Après, la mise en place, c'est difficile. Alors, je dis juste ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'Europe a des atouts commerciaux et des atouts aussi financiers. Et un des atouts financiers importants, c'est qu'on détient beaucoup d'épargne, on a tellement d'épargne même qu'on va la déverser ailleurs. Et on a entre 300 et 400 milliards par an d'excédent d'épargne qui vient financer la dette américaine ou des actions américaines. Et donc, il y a une dépendance, en fait, alors c'est lié au rôle du dollar, mais des États-Unis qui sont extrêmement endettés vis-à-vis du reste du monde, et nous, on continue à financer de la dette américaine. Et donc, c'est vrai qu'il a reculé, d'ailleurs. La première fois, il recule. Pourquoi, Donald Trump ? Parce qu'à un moment donné, les Chinois, les Japonais ont arrêté d'acheter du dollar. Et donc, ça fait remonter les taux d'intérêt. Et donc, ça augmente les coûts de financement. Donc, lui, il réagit quand même beaucoup aux armes économiques. Si on était capable de le faire, ça serait très intéressant parce que ça jouerait sur la valeur des actions américaines et ça ferait remonter le coût du financement. Et ça, il comprend très vite. On a envie de se dire, Trump ne se gênerait pas s'il était dans la situation oui, alors par contre, le problème, c'est que cette épargne-là, vous la détenez pas directement. C'est les épargnants, c'est les investisseurs. Donc, c'est compliqué à mettre en place, mais c'est une vraie réaction intéressante. Il y a des patrons qui sont particulièrement inquiets en ce moment et je voudrais qu'on en accueille un qui est en direct avec nous. Bonsoir, Julien Duval-Leroy. Et merci d'être ce soir dans Chaque Voix Compte. Vous êtes le président de la maison de champagne du Val-de-Roi. Les États-Unis sont le premier marché à l'export pour le champagne. Donald Trump menace la France de 200% de frais de douane sur les vins et les champagnes. D'abord, est-ce que vous êtes inquiet ce soir ? Bonsoir à tous. Évidemment, nous sommes inquiets puisque les déclarations, on ne les prend pas à la légère. Et 200%, c'est-à-dire c'est l'arrêt du business avec les États-Unis du jour au lendemain. C'est-à-dire, ça coûte combien aujourd'hui une bouteille de votre champagne aux États-Unis ? On va les retrouver autour de 70 euros. Nous, on vend au même prix que ce soit pour un Américain ou pour n'importe quel autre pays. Ce qui fait la particularité du système américain, c'est qu'il y a un système de 3 tiers qui favorise beaucoup l'emploi américain. On passe par un importateur, puis un distributeur qui est un grossiste, puis un détaillant et seulement après au consommateur final américain. Donc il y a beaucoup d'intermédiaires, beaucoup d'emplois américains et ce seront eux les premiers pénalisés. Et vous êtes très dépendant du marché américain ? La filière dépend du marché américain à hauteur de 10%, nous aussi. C'est moins que d'autres appellations comme cognac par exemple, mais on sera évidemment très impacté, oui. Vous dites quoi ? Que vous allez être des victimes collatérales et qu'il faut, vous aussi, vous dites que l'Europe doit réagir ?
C'est tout à fait ça. Le commerce est une prérogative de l'Union européenne, donc on va laisser l'Union européenne faire son travail et espérer une désescalade. Espérons une désescalade. Ce n'est pas exactement le message que disait, que disait cet après-midi au Sénat le ministre de l'économie Roland Lescure. On disait, il y a aussi une vraie question sur notre dépendance à l'Amérique. Je voudrais vous montrer, je ne sais pas si on peut le voir, ce message qui a été posté sur X par l'eurodéputée Place Publique Aurore Lalucq. Trump n'a aucune limite, il peut tout couper, il l'a déjà fait. Et elle demande solennellement à la Commission, au gouvernement des 27 de travailler en urgence à un plan B. À quoi est-ce qu'elle fait référence quand elle dit que le président américain a déjà tout coupé? C'est déjà arrivé. Carte de crédit. Peut tout couper. Carte de crédit, mais... C'est les cartes de crédit et c'est les visas que Donald Trump a coupés, par exemple, aux juges, aux magistrats de la Cour pénale internationale. Il faut pas rentrer dans ce jeu-là, si vous voulez, parce que... Mais c'est oui. pas moi qui entre dans ce jeu-là, c'est Place Publique, en l'occurrence. J'en profite, sous le contrôle de M. Gassiliou, pour dire, par exemple, prendre l'exemple de l'Ukraine. Depuis le mois de mars, les Américains ne donnent plus rien à l'Ukraine. Nous avons, nous, Européens, donné 185 milliards d'euros en armement et aussi en civil. Les Américains, 110, 115 pour être très précis. Et nous avons remplacé sur le terrain, nous avons remplacé les Américains. Le président a dit, 2/3 du renseignement vient d'Europe. Aujourd'hui, les avions sont européens, les chars sont européens, l'artillerie est européenne, et les munitions sont européennes. Donc, on l'a fait à bas bruit, parce qu'on ne fait pas comme M. Trump, mais en réalité, c'est possible. Nous avons les moyens. Évidemment, ça va... Et pourquoi le fait-on à bas bruit? Vous dites, on ne fait pas comme les Américains, mais peut-être qu'il faudrait le dire, en fait. Parce que l'Europe, c'est la raison face à ce type d'attitude. Et c'est ça qu'on nous reconnaît dans le monde. Quand le président Macron dit à la tribune de Davos, venez investir en Europe, nous avons des lois, nous les respectons, nous avons un état de droit, c'est un de nos atouts. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'armes et pas de pistolets dans la poche non plus pour traiter avec les voyous. Non, ce qui est vrai, c'est que l'Europe doit se construire autour de ça. On verra comment cet épisode se termine. Mais c'est vrai qu'on voit quand même qu'on a une dépendance technologique qui est forte aux États-Unis. Alors c'est à la fois un outil anti-coercition, c'est de dire on sort de certaines technologies, mais on en a besoin. Donc en fait, on ne sait pas trop s'il faut couper ou les garder. Et réciproquement, eux, ils en vendent. Mais voilà, si on nous sort de Windows, enfin d'un certain nombre de choses, de Visa, enfin bref, des choses qui sont quand même très utiles au quotidien aux entreprises et aux ménages. On le voit sur l'énergie, hein, on importe quand même beaucoup de pétrole de schiste. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans les contrats, c'est ce qui avait été... négocier. Et puis, bon, il y a la question aussi militaire, de la défense. Bon, même si c'est moins vrai aujourd'hui, ça l'est quand même encore pour beaucoup de pays européens. Le commissaire européen à la défense a ressorti hier le vieux serpent de mer d'une armée européenne qui compterait au moins 100 000 hommes. Est-ce que l'idée est-ce que l'idée fait son chemin ou est-ce que c'est une vieille lune? Non, je pense que les premiers leviers à actionner, on a parlé des centaines de milliards d'euros d'épargne qui partent vers les États-Unis. Donc c'est des emplois aux États-Unis. On pourrait parler des plusieurs centaines de milliards d'euros, qui partent chez les GAFA. C'est plus de 50% du business des GAFA, l'Europe. Et avec cet argent, ils viennent racheter notre innovation. On pourrait parler des 80% d'armements qui sont achetés aux États-Unis. Ayons conscience de notre puissance. On est la deuxième économie mondiale, on est 450 millions de consommateurs, on sait faire en européen. Et donc il faut que ce qu'on vive actuellement, ça soit vraiment le point de départ d'une nouvelle indépendance qu'on arrive à construire en européen. Et quand on a voulu le faire, on l'a fait. L'euro, les Américains... Jamais un jour avait pensé qu'on arriverait à faire l'euro. On a fait l'euro. Galileo, on a fait Galileo. Aujourd'hui, on est autonome par rapport au GPS. On a encore tellement de projets comme ça à mener. Et je pense que... Je vous sens moins optimiste, Je suis 100% Mathieu. d'accord. C'est que juste, il y a le court terme et le long terme. C'est-à-dire que ça, c'est ce que on a été trop doit court-termiste faire aussi. sur les prochaines années. Mais là, c'est demain, en fait. C'est demain. Et c'est quelles sont nos armes de négociation face aux États-Unis demain. Galileo est déjà dans votre téléphone, n'est-ce pas? Et il est plus précis que le GPS américain. Est-ce que finalement, à toute chose, malheur est bon, comme disait ma grand-mère, est-ce que l'Europe va se ressouder grâce à Trump? Quand je vous écoute, notamment Thomas Gassiliou, je me dis, bon voilà, on sort un peu du déclinisme ambiant depuis des années, et on se dit, bon, on se retrousse les manches, et puis on va montrer qui on est. En tant que Français, j'ai toujours été attaché à la dépendance de mon pays. J'ai ce logiciel français qui date des années 60, et je me désespère quand je vois des collègues européens, finalement, qui auraient pu aller progressivement dans une forme de vassalisation heureuse vis-à-vis des États-Unis. Donc j'ai presque envie de dire, si je voulais être provocant, merci Trump d'être à ce point outrancier
pour provoquer un réveil européen sur notre capacité d'assumer notre propre indépendance. On va dans un monde où les empires sont de retour. Donc l'Europe, elle est face à son destin. Il faut qu'elle ait confiance sur sa capacité à exister et à également contribuer à l'atteinte des grands défis mondiaux, alors qu'on est dans un monde à nouveau qui se refragmente. On le doit d'une certaine manière à nos enfants. Un tout petit mot, Jean-Dominique Giuliani, parce qu'on est déjà en retard. Écoutez, on est à l'Assemblée nationale. Quel est le groupe politique qui n'a pas condamné Donald Trump? Et c'est la même chose au niveau européen, y compris M. Farage, populiste britannique, y compris les Polonais désormais. Donc il fait consensus. Maintenant, il faut bâtir des réponses crédibles et rapides. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Je remercie également Julien Duval-Leroy qui a été en direct avec nous depuis la Champagne ce soir. Merci à tous les trois. Dans un instant, la question qui fâche. On change de sujet, on va parler des zones à faible émission parce que le Parlement a supprimé hier soir en CMP ces ZFE qui interdisaient l'accès au centre-ville des véhicules polluants. Bon, on va en parler dans un instant avec nos trois prochains invités, mais d'abord, on va parler de lunettes, non pas avec un opticien, mais avec Laurent Guimier. C'est quelle histoire? Désolé. Bah oui, parce que l'image n'a évidemment échappé à personne. Depuis une semaine, Emmanuel Macron arbore cette paire de lunettes de soleil suite à un pépin de santé. Et c'est une image qui, littéralement, fait le tour du monde. Oui, et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler. Alors, parlons du fond de ce qui s'est passé. Une hémorragie bénigne, une rupture de petits vaisseaux qui a ensanglanté l'œil droit du président. Tout commence jeudi dernier sur la base aérienne d'Istres, vœu du président aux armées. Regardez. Je viens vous présenter mes vœux en ce début d'année et je vous prie d'excuser ce caractère inesthétique de mon œil. Et ça n'est que quelque chose de totalement anodin. Voyez-y simplement une référence non volontaire à l'œil du tigre en ce début d'année. Pour ceux qui ont la référence, c'est un signe de détermination. Alors ça, c'est l'acte 1 de cette histoire, décrire le problème et essayer de le dédramatiser, comme l'a fait Emmanuel Macron. Et au fond, je pense que c'est la phase la plus importante de cette histoire. Si on n'avait pas vu cette image de l'œil avant la lunette, imaginez les commentaires, les ragots, les rumeurs qui tout de suite seraient arrivées sur les réseaux sociaux. On aurait dit, mais que cache le président derrière ses lunettes? Bon, là, on a vu l'œil. On passe donc à l'acte 2. Depuis vendredi, le président est chaussé de ses lunettes de soleil dans toutes ses apparitions, comme hier au sommet de Davos, on l'a vu, et parler avec des lunettes de soleil depuis Davos, évidemment, il est sûr que cette photo va faire le tour du monde. Bon, bah oui, et quelle paire de lunettes, ça passe pas inaperçu. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce modèle? Ben voyez, on est dans l'acte 3 et c'est la première victoire de com. Ça fait rire nos invités. Mais justement, l'acte 3, c'est qu'on ne parle plus du bobo, on parle des lunettes. Et quand un accessoire aussi essentiel que des lunettes déboule dans l'image d'un président de la République, tout est millimétré. On va revenir dessus. Première question basique qui arrive toujours, Made in France ou non? Ah oui évidemment. Alors en l'occurrence, oui. Beaucoup ont parlé de Ray-Ban. Fausse piste, ces lunettes sont un modèle de la vieille maison jurassienne Henri Julien, modèle Pacific S01. Bon, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi un modèle dans ce style, on dit aviateur, hein, c'est ça, qui rappelle à ce point Hollywood, enfin, pardon, ça rappelle Tom Cruise, quoi. Eh bien, il l'a choisi, on va parler de Tom Cruise, rassurez-vous Adeline, eh bien, pour faire complètement oublier ce que suggèrent des lunettes, c'est-à-dire le cabinet d'un ophtalmo. Je vais vous prendre quelques exemples dans l'histoire politique récente. Novembre 2005, allocution de Jacques Chirac, pendant les émeutes en banlieue. Regardez le début de cette allocution. Mes chers compatriotes, les événements que nous venons de vivre sont graves. Voilà, ce qui a frappé ce soir-là, c'est que Jacques Chirac était obligé de remettre des lunettes, après des décennies sans lunettes, parce qu'il avait, quelques mois avant, fait un AVC qui avait endommagé sa vue. Donc les lunettes sont apparues comme ça et ont vraiment beaucoup choqué les Français. Beaucoup plus récemment, janvier dernier, Bruno Retailleau est à Nantes, il fait beau mais sans plus, là aussi, lunettes noires. Le ministre de l'Intérieur de l'époque est obligé de dire qu'il a subi une petite opération chirurgicale. Troisième exemple, je vais m'arrêter là, beaucoup plus grave celui-là, novembre 2009, c'est Philippe de Villiers qui apparaît sur les écrans. Il a déclaré un cancer de l'œil, lunettes noires. Écoutez-le justifier le port de ces lunettes, c'est très intéressant. Un homme public est regardé. On le regarde, on le sollicite
on l'observe aussi. Et donc je n'ai pas le droit de m'affaisser, j'ai le devoir d'être courageux, élégant, épuré, c'est-à-dire exemplaire. Pardon pour cet accoutrement à la Ray Charles, mais c'est parce que l'œil est particulièrement sensible. Ce que vous nous dites, Laurent, ce soir, c'est que les lunettes en politique n'annoncent jamais vraiment de bonnes nouvelles. Non, quand elles arrivent comme ça, jamais. Ouais. C'est le handicap, le drame, ça suggère ce genre de valeurs, le combat contre la maladie, le deuil, parfois le deuil politique, c'est un peu plus anecdotique. Regardez, François Fillon, image volée au lendemain de sa défaite à la présidentielle en 2017, là aussi lunettes noires. Vous comprenez donc pourquoi, dans le contexte international actuel, le choix de ces lunettes était tout sauf anodin. Charge négative des lunettes noires, qui suggère ce que je viens de raconter, et puis charge positive de ces lunettes réfléchissantes. Alors, depuis Davos, je pense que le président n'avait pas d'autre choix. Il fallait choisir l'un ou l'autre. Et là, il n'y avait pas le choix. Il devait basculer dans le flashy. D'autres diront le m'as-tu vu. Ça, je ne me prononce pas sur les goûts et les couleurs. Donc oui, l'Élysée a assumé ce style combat. D'ailleurs, dans le style œil du tigre, puisque le président l'avait dit dès le début. Ouais. Et donc Tom Cruise n'est pas loin. Et c'est pour ça que vous avez forcément pensé à Tom Cruise et à Top Gun. Et le travail de com a continué. Et je pense qu'à l'Élysée était plutôt content, puisque Libération a utilisé l'accessoire pour y réfléchir le visage de Donald Trump. Je ne sais pas si on peut la revoir, la une de Libé, dans laquelle on voit le reflet de Donald Trump dans les lunettes d'Emmanuel Macron. Donc voilà. En réalité, tout ça peut être futile, mais c'est quand même très travaillé. Avec ses lunettes, Emmanuel Macron a soigné ses yeux et il a changé peut-être un peu notre regard sur lui aussi. En tout cas, c'est sans doute ce que ses communicants espèrent. Du coup, pendant que vous parliez, Laurent, il y a François de Rugy qui est notamment arrivé sur le plateau avec ses lunettes. Tout va bien ? Ah oui, mais moi j'ai des lunettes depuis plusieurs années. Voilà. J'en ai pas eu pendant 45 ans. Mais à un moment donné, il faut bien en avoir pour lire. Voilà. Ce n'est pas une coquetterie. Alors, vous savez que Jacques Chirac avait des lunettes à une époque sur ses affiches, mais dans lesquelles il n'y avait pas de verre pour pas qu'il y ait de reflets. Et on disait que c'était pour faire sérieux. Mais en fait, il n'en avait pas besoin. C'était dans les années 70, effectivement. Oui, ou 80, pour sa candidature en 81. En 81, oui. Merci en tout cas, Laurent. Un sujet sur les lunettes. On va parler des zones à faible émission tout de suite. C'est la question qui fâche. Faites demi-tour dès que possible. Si les ZFE avaient un GPS, voici ce qu'ils diraient. Les zones à faible émission sont peut-être en train de vivre leurs dernières heures. Députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire hier soir ont décidé de supprimer purement et simplement ce dispositif qui restreignait la circulation des véhicules les plus polluants dans certains centres-villes. Et nous en parlons ce soir avec vous, François de Rugy, ex-président de l'Assemblée nationale et ex-ministre de la Transition écologique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Christine Arrigui. Vous êtes député écologiste de Haute-Garonne. Et bonsoir, Pierre Meurin. Bonsoir. Vous êtes député Rassemblement national du Gard. Et c'est Clément Perrault qui vous pose ce soir la question qui fâche. ZFE comme zone à faible émission. Le principe, un périmètre urbain où la circulation des véhicules les plus polluants est restreinte ou interdite. Les ZFE sont fondés sur la base de la vignette critère qui classe le niveau d'émission. Leur but, réduire la pollution de l'air en milieu urbain. Aujourd'hui, 25 agglomérations françaises appliquent ce dispositif. Il existe depuis 2019, il est obligatoire depuis le 1er janvier 2025 pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Depuis leur création, les ZFE sont contestés. Argument principal, les inégalités sociales. Pour certains ménages, changer un véhicule trop polluant coûte cher. Autre point sensible dans plusieurs villes, le manque d'alternatives en matière de transport en commun. En première ligne de la contestation politique des ZFE, le Rassemblement national, qui est farouchement opposé de longue date. La réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que ce sont les pauvres qui seront interdits d'aller dans ces villes, parce qu'ils n'auront pas les moyens de s'acheter les voitures que vous exigez d'eux. Les Républicains aussi sont majoritairement hostiles aux ZFE, notamment Laurent Wauquiez. Au sein du bloc central, des voix se sont aussi élevées pour un assouplissement du dispositif. À gauche, la France insoumise y est opposée, contrairement aux socialistes et aux écologistes. Hors du champ politique, des collectifs citoyens se sont aussi montés contre les ZFE. Très actifs sur les réseaux sociaux, ils regroupent parfois des organisations comme la Ligue de défense des conducteurs, les motards en colère ou encore le mouvement Les Gueux d'Alexandre Jardin.
Le scrutin est clos. La suppression des ZFE a été votée à la surprise générale à l'Assemblée le 28 mai 2025 suite à un amendement déposé par les Républicains. Son adoption a été rendue possible par une faible présence dans l'hémicycle. Au total, seuls 155 députés siégeaient sur 577. Hier, la confirmation de cette suppression par la commission mixte paritaire a fait réagir plusieurs élus écologistes. Hypocrite. En votant la suppression des ZFE, les parlementaires font un cadeau aux industriels contre la santé des plus pauvres. Notre question qui fâche, la voilà, faut-il vraiment supprimer les ZFE ? François de Rugy, il se trouve que vous étiez ministre de la Transition écologique d'Édouard Philippe au moment où les ZFE ont été initiés en 2019. Est-ce que les opposants ont gagné ? Manifestement, mais il faudra voir le vote évidemment du texte de loi issu de la CMP. Moi, je le regrette parce que je pense qu'il aurait été plus intelligent. Je rappelle quand même que le but, c'est d'améliorer la qualité de l'air. Donc, on respire mieux, notamment quand il y a des pics de pollution. Ça a été mesuré. Oui, c'est mesuré en continu. D'ailleurs, on a un outil de mesure en France qui est très bon et qui dit la vérité aux Français dans toutes les régions, pas que dans les grandes villes, partout. C'est des organismes régionaux, donc on peut savoir la qualité de l'air à tout endroit. Et vous savez qu'il y a plusieurs causes, d'ailleurs, à la pollution de l'air, mais une des causes, c'est les moteurs des voitures ou des camions. Et les plus vieux moteurs, évidemment, polluent plus que les moteurs plus récents. Et je pense qu'on aurait pu à faire évoluer le dispositif sans le tuer. Mais on voit bien qu'il y avait un certain nombre de gens qui voulaient avoir le scalp, en quelque sorte, des ZFE et qui disaient, voilà, c'est un symbole, c'est un totem. Mais est-ce que le problème de le faire évoluer, c'était pas de recréer une autre usine à gaz avec des restrictions différentes selon la taille de la voiture, la taille de la ville l'usine à gaz, je ne sais pas, l'expression est bien trouvée, mais quand on parle de pollution de l'air... Sortir des énergies fossiles, c'est dommage de créer des usines à gaz. Voilà, mais c'est dommage quand on est pour développer la production d'électricité en France qu'on ne soit pas pour développer aussi la voiture électrique, par exemple. Bon. Mais on pourrait avoir ce débat parce qu'en fait, derrière, c'est la conduite d'un changement. C'est-à-dire que c'est le changement pour avoir le progrès écologique, d'avoir des voitures plus propres. Voilà. Moi, mais est-ce qu'à l'époque, en 2019, vous n'avez pas un peu sous-estimé la fracture sociale que les ZFE allaient provoquer ? Moi, j'avais fait chiffrer, parce que je pense que c'est important d'avoir les chiffres. Je ne suis pas sûr que dans les débats à l'Assemblée nationale, je regrette qu'on ait fait ça un peu comme ça, sur un amendement sans étude d'impact, à mon avis, préalable. Moi, j'avais fait chiffrer, par exemple, pour l'Île-de-France. Vraiment, l'Île-de-France, c'est 13 millions d'habitants. C'est sans doute autour de 8 millions de véhicules en circulation, de véhicules particuliers. Eh bien, il y avait 500 000 voitures, donc moins de 10%. Donc c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus énorme, qui auraient été concernés. Je ne sais pas si on le voit à l'image, mais là, le panneau est rappelé. Sauf que, est-ce que l'exemple est vraiment pertinent à Paris, où il y a une offre de transport en commun qui est beaucoup plus développée que dans certaines agglomérations et que... Oui, mais justement, l'idée de départ, et alors là, il faut sous-peser le pour et le contre, bien sûr, mais l'idée de départ, c'était de laisser les maires et les présidents d'agglomération gérer au plus près des réalités de leur ville, et donc d'avoir des mesures qui soient modulées selon les villes. Mais malheureusement, comme souvent en France, quand on est dans un débat général, les élus disent « laissez-nous faire », et puis quand on passe à l'action, après on dit « ah non, on veut que ce soit la même règle partout pour tout le monde ». Mais sur un sujet comme ça, c'est un peu absurde de vouloir mettre la même règle partout pour tout le monde. Pierre Meurin, vous êtes un farouche opposant des ZFE depuis le début. Comment est-ce que vous avez accueilli ce vote hier soir ? Très favorablement. Il y a une petite erreur, si je puis me permettre, dans votre reportage. Il ne s'agit pas d'un amendement des Républicains, il s'agit d'un amendement du Rassemblement national. Les amendements ont été déposés par la droite républicaine et par le Rassemblement national. Et par le Rassemblement national, mais d'abord par moi, imité et copié par le président de la commission spéciale, Yann Boucard. Mais j'ai défendu pour la première fois la suppression des ZFE. C'est celui d'Yann Boucard qui a été adopté. Je me permets cette précision, il n'y a pas d'erreur dans notre sujet. Le mien a été adopté également, puisque c'était des amendements identiques. On n'est pas là pour débattre de la paternité de l'amendement sur la suppression. Je suis aussi là pour faire aussi la publicité de cette victoire. J'entends bien, mais je suis là aussi pour ne pas vous laisser dire qu'il y a une erreur dans notre sujet. L'entendre. Donc mon amendement pour supprimer les ZFE a été adopté. Je voudrais donner deux éléments rassurant finalement sur la question de la qualité de l'air et de la pollution de l'air. Premièrement, la pollution aux particules fines a baissé de 40% sur ces 20 dernières années et la pollution au dioxyde monoxyde d'azote de 25% sur ces 20 dernières années dans nos métropoles, grâce au renouvellement naturel du parc automobile et grâce aux améliorations technologiques de nos voitures. Singulièrement, on a inventé des vannes EGR, des filtres à particules.
des Adi Blue qui ont amélioré et fait baisser la pollution de l'air. Deuxième chiffre important, puisque M. de Rugy parle de chiffres, les dernières estimations de l'association Respire, parce que M. de Rugy souligne que la qualité de l'air est bien mesurée en France, notamment par les ASCA, les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, qui indiquent que les ZFE pourraient, et c'est du conditionnel, améliorer de 6% la qualité de l'air uniquement sur le trafic routier, qui représente un tiers de la pollution de l'air. Donc c'est-à-dire qu'on agit à hauteur de 6% sur 30%. C'est-à-dire que les ZFE pourraient améliorer la qualité de l'air de façon infinitésimale, et donc je prétends que les ZFE sont une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif recherché, puisque les ZFE, c'est une mesure qui porte une blessure sociale. Vous ne pouvez pas aller dire aux Français les plus modestes qui ont des vieilles bagnoles qu'ils n'ont plus le droit d'aller en ville pour aller se soigner, pour aller au boulot, pour emmener leurs enfants à l'école, pour aller dans les services publics qu'ils n'ont plus dans les zones rurales, pour aller dans les commerces de proximité. Disproportion. Oui, améliorons la qualité de l'air. Nous avons des alternatives. Alors, on va en parler, mais d'abord, je voudrais donner la parole à Christine Arrigui. Mais je ne peux pas laisser dire qu'on ne parle pas de chiffres, y compris dans ce débat à l'Assemblée nationale. Christine Arrigui. Oui, alors enfin, moi je pense que les ZFE portent mal leur nom. Elles devraient s'appeler, on aurait dû appeler ça des zones à forte pollution. Alors, si je peux m'exprimer, donc pas du tout forte exclusion, mais zone à forte pollution. Et c'est parce que nous avons des zones à forte pollution qu'il faut mettre en place des dispositifs et des mesures pour justement protéger la santé des Françaises et des Français. Parce que la disposition. Mais est-ce que par exemple, dans le vous êtes député de Haute-Garonne, est-ce que c'est le centre-ville de Toulouse qui concentre la plus grosse pollution par rapport à la rocade ? Les dispositions de ZFE sont là pour protéger la santé des Français et pour baisser évidemment les pollutions. Mais les ZFE, c'est un levier remarquable et exceptionnel également pour les élus, pour proposer des alternatives à la voiture qui ne soient pas celles de l'exclusion, mais qui soient celles, au contraire, de la solidarité par des transports en commun. Et je note tout à fait, de façon tout à fait normale, que ce sont les collectivités où il y a des élus écologistes que les efforts les plus importants en matière d'offres de transport en commun ont été faits. Et que ce sont dans ces collectivités-là que la contestation contre les ZFE, je pense par exemple Lyon, la métropole de Lyon, je pense à Bordeaux et la métropole de Bordeaux, je pense également à Strasbourg, évidemment la métropole de Strasbourg, c'est là que les investissements financiers pour offrir des alternatives de transport en commun ont été faites de façon les plus importantes. D'accord, mais ça ne répond pas. Christine Arrigui. Et donc ce faisant, effectivement, les ZFE, c'est un des leviers pour arriver évidemment à avoir des zones à moindre pollution, mais ce n'est pas le seul et unique levier. Les leviers, c'est évidemment. Donc vous, la semaine prochaine, lors du vote dans l'hémicycle, vous voterez pour le rétablissement de ces zones à faible émission supprimées hier soir en CMP. Alors je voterai contre. Attendez, je pense que c'est Madame qui pose des questions et pas vous. Dans le débat. Et donc, non, on va débattre, mais je voulais vraiment avoir cette question précise avec elle. Je priorise la question qui vient de m'être posée. Moi, ce que je voterai, c'est contre la loi de simplification. Mais vous serez dans l'hémicycle, Christine Arrigui, vous serez dans l'hémicycle. Est-ce que vous serez dans l'hémicycle ? Je vous pose la question parce que je me suis penchée sur le vote de l'amendement du 28 mai dernier, au moment où les députés votent pour la première fois la suppression des ZFE. Où étiez-vous, les écolos ? Alors, 14 députés écologistes dans l'hémicycle, 37% de votre groupe. Oui. Alors, vous savez que les écologistes, comme les autres députés, ont d'autres activités. Mais sur un sujet comme celui-là, qui est quand même un d'autres activités, notamment en commission des finances et notamment en circonscription. Et nous savons également, et ça vous ne pouvez pas l'ignorer non plus, que les textes sont à l'Assemblée, ensuite partent au Sénat et reviennent à l'Assemblée nationale. Mais et donc, in fine, disons les choses. Vous l'aviez pas vu venir, la suppression. Et c'est là que nous voterons définitivement contre la loi de simplification, parce qu'en réalité, les ZFE ont été intégrés en cavalier budgétaire, si l'on peut dire, au sein de la loi de simplification. Et nous ferons un recours devant d'ailleurs le Conseil constitutionnel contre cette intégration des ZFE dans la loi de simplification. François de Rugy, ça risque d'être frappé d'anticonstitutionnalité ? Véritablement le musée des horreurs, je le précise. Encore un musée des horreurs, décidément, il va falloir s'acheter des tickets. Voilà. François de Rugy, ça risque d'être frappé d'anticonstitutionnalité, le fait d'avoir mis cet amendement dans une loi de simplification
c'est arrivé que le Conseil constitutionnel, en effet, dise c'est un cavalier législatif, c'est-à-dire c'est un article de loi qui a été rajouté, qui n'a rien à voir avec les autres articles, mais si j'ai bien compris, mais je ne suis plus député, le texte était lui-même avec un champ très vaste de sujets, donc bon, puis moi je ne suis pas trop favorable à ce que le Conseil constitutionnel, par ailleurs, censure l'initiative législative parlementaire, donc je ne veux pas qu'on utilise... C'est un autre débat. Mais voilà, mais c'est important, parce que, par ailleurs, moi je ne méconnais pas le fait qu'il y a un débat dans le pays, en France, sur ces questions-là. Et je pense que d'ailleurs, les élus verts, ou alors le comble, c'est la France Insoumise, parce que la France Insoumise, faut quand même faut pas l'oublier, ils ont voté l'amendement du RN. C'est-à-dire qu'ils contre le texte à la fin, donc c'est oui, comme s'ils n'avaient pas voté. Mais parce qu'il y avait des choses dans cette loi de simplification qui ne leur convenaient pas. Ils continuent à coller des affiches contre les ZFE, alors que par ailleurs, ils disent qu'on n'en fait jamais assez pour l'écologie, et que d'ailleurs ce gouvernement... Mais au fond, ils sont tiraillés comme beaucoup entre fin de mois et fin du monde. Oui, enfin, ils sont surtout dans la démagogie, c'est-à-dire que quand ils sont face à un public... Ils sont pas là. Excusez-moi du propos, mais c'est la vérité telle que je la vois, par exemple à Nantes. Quand on est face à un public de bobos de centre-ville, on dit « Ah oui, Macron, il veut rien faire sur l'écologie, les centristes, ils font rien sur l'écologie. » Puis quand ils sont face à des habitants de banlieue ou qui ont des vieilles voitures, ils disent « Ah, c'est un scandale, nous on est contre les ZFE. » Heureusement... le procès de la France Insoumise alors que le Rassemblement national... Oui, mais enfin, ils n'étaient pas obligés de voter l'amendement du RN, et sinon ils ne sont pas passés. Non, mais en l'occurrence, ils ne sont pas là. Pas tous en même temps. Mais ceci dit, il y a un débat dans le pays, donc c'est normal que le Parlement s'en saisisse. Moi, je veux dire là-dessus, c'est normal. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de débat d'ailleurs au départ. Est-ce que vous n'avez pas perdu la bataille des idées sur cette histoire ? La bataille des idées, elle est perdue sur les ZFE. Et d'ailleurs, je vais vous dire... C'est le Rassemblement national qui le dit. Moi, je pense que quand on aura des pics de pollution, peut-être là dans les semaines qui viennent, peut-être pendant les débats des élections municipales. Et je vous rappelle quand même qu'en France, on est obligé de dire aux gens que quand il fait beau, c'est quand il fait beau, que le soleil brille dans le ciel, mais qu'il y a des fortes pressions, eh bien, il ne faut pas sortir quand on est une personne âgée, quand on est avec des bébés ou quand qu'on fait du sport. Alors c'est quand même un peu le comble qu'à cause de la pollution de l'air, on ne puisse pas sortir quand il fait beau. Si vous me permettez, j'ai essayé, et je n'ai jamais de contradiction sur le sujet, de démontrer à quel point les ZFE ont un impact infinitésimal sur la maison. De la France entière, vous ne parlez pas des zones. Laissez-moi terminer. Je vous parle de la France entière. Je vais vous dire, la mise en perspective, elle est la suivante, c'est que en 2026, sont concernés 15 millions d'automobilistes parce que de très nombreuses métropoles vont jusqu'à interdire les vignettes critères 3, 4, 5 et plus, c'est 15 millions d'automobilistes. Avec une usine à gaz, avec des petites dérogations, et en fonction des villes où vous êtes, ça change. Il faut arrêter ce système kafkaïen qui nous a complètement échappé. Ça partait d'une bonne intention, je ne le nie pas. 40 000 morts par an à cause de la qualité de l'air. 40 000 morts, alors ce sont des baisses d'espérance de vie. Laissez-moi terminer, Madame Arguy. Ce sont des baisses d'espérance de vie, ce sont des modélisations de Santé publique France que j'ai par ailleurs auditionnées. Il n'y a pas le feu au lac, la qualité de l'air s'améliore. Il y a d'autres mesures à mettre en place. Je vous donne un exemple. Grâce aux mesures que l'on prend. Pas grâce aux ZFE, qui est une mesure dogmatique d'écologie. Rappelez-vous, vous êtes trop jeune, mais les débats autour de l'essence. Vous êtes coquin. Je vais vous donner une idée très simple. Le décalaminage, dans le cadre du contrôle technique, permet d'enlever la calamine des moteurs et de faire baisser de 70% la pollution des moteurs. Cette piste n'a absolument pas été investiguée. Puisque vous préférez mettre en place des mesures d'exclusion sociale. Simplement, est-ce qu'on peut revenir à des bons vieux principes républicains ? Liberté de circulation, égalité de traitement entre les citoyens, qu'ils aient une vieille voiture ou qu'ils aient une voiture récente. Fraternité, arrêtez de dire aux pauvres qu'ils polluent les riches des zones urbaines. Au-delà, la politique, c'est pas des tableaux Excel et des chiffres. La politique, c'est des êtres humains. Ce sont les Français que l'on doit aimer en tant que responsables politiques. Un dernier mot de Christine Arrigui. Les ZFE, ce sont les technos qui montrent leur détestation et leur stigmatisation. Pierre Meurin, s'il vous plaît. Pierre Meurin. Zone à faible émission sonore. Oui, voilà. Là, c'est très forte émission sonore. Christine Arrigui. Un dernier mot, Christine Arrigui. Et respect également des autres personnes qui sont sur le plateau. S'il vous plaît. Je pense que c'est important également dans le débat que de respecter les interlocuteurs qui sont sur le plateau à côté de vous. Et donc, zone à faible émission, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ça doit être accompagné de mesures de politique publique, de transport qui doivent être développées à la fois dans l'urbain et le périurbain, parce qu'on parle beaucoup et de d'aide à l'achat, mais d'aide conséquente à l'achat d'un véhicule neuf. Et notamment dans les ruralités, et également du leasing, du leasing social. Mais faites-le. Lequel leasing social a été complètement vidé de sa
la substance. Et donc, évidemment, qu'il y a tout un tas de mesures qui doivent être adoptées, et c'est certainement pas l'abandon des ZFE qui est la réponse à ce que nous vivons aujourd'hui. On en reparlera la semaine prochaine. On en reparlera la semaine prochaine au moment du vote. En attendant, c'est Bourbon Express. C'est le journal de l'Assemblée nationale. C'est tout de suite. C'est avec Marco Pommier, s'il vous plaît. Bonsoir Marco. Bonsoir Anne, et ça continue de parler. Continue, hein. On va couper leur micro. Exactement. On va couper leur micro. Plus simple que les ZFE. Parce que là, vos micros sont ouverts, vous savez. Donc on va vous couper les micros. Alors Marco, ce soir dans Bourbon Express, on reparle du Mercosur avec un revers pour le traité du Mercosur au Parlement européen. À 10 voix près, les eurodéputés ont voté aujourd'hui en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, une procédure qui gèle, qui bloque en théorie l'entrée en vigueur de l'accord commercial entre l'UE et l'Amérique du Sud pendant plusieurs mois. Grande satisfaction des députés ici à l'Assemblée avec ce message de la droite. Monsieur le Premier ministre, il faudra tenir les engagements de la France jusqu'au bout pour empêcher son application si dommageable aux agriculteurs français. Et pour rappel, le 9 janvier dernier, au Conseil européen, la France avait voté contre ce traité du Mercosur. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, appelle aujourd'hui à respecter le vote des eurodéputés, alors que la Commission européenne pourrait décider d'appliquer cet accord malgré tout. Une rumeur voudrait que l'application provisoire soit décidée par l'Union européenne. Mais il me semble que si l'on respecte l'esprit et la lettre de la démocratie, il ne faut pas appliquer provisoirement cet accord. Voilà, affaire à suivre, Aline. Il faudra suivre ça. Autre sujet, le budget, évidemment. Sébastien Lecornu a donc déclenché le 49.3 hier sur la première partie du texte. Et vendredi, il devra faire face à 2 motions de censure, une de LFI et une du RN, Pierre Meurin. Et on se demandait hier soir encore ce qu'allait faire la droite, les Républicains. Eh bien, la réponse est tombée ce matin. Les Républicains ne censureront pas. Promesse de Laurent Wauquiez, le patron de la droite à l'Assemblée. Et notre conviction profonde, c'est que dans cette période de menace géopolitique, la France ne peut pas être un bateau ivre sans gouvernement et sans budget. Et donc nous en tirerons les conséquences sur nos votes de vendredi. Reste une inconnue, tous les députés LR vont-ils suivre la consigne? Réponse vendredi, mais les socialistes et le groupe Lyot ont eux aussi annoncé qu'ils ne censureront pas. Sébastien Lecornu devrait donc toujours être Premier ministre ce week-end. Allez, on poursuit avec une proposition de loi qui s'invite jusque sous nos draps. Oui, pour mettre fin au devoir conjugal dans le mariage. Texte transpartisan porté par l'écologiste Marie-Charlotte Garin et le député Horizon Paul Christophe. Alors chez vous, vous dites, c'est pas possible, ça n'existe plus le devoir conjugal en 2026. Eh bien, certains articles du Code civil entretiennent encore un flou juridique. Car malgré l'évolution de notre droit pénal, malgré la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, le devoir conjugal continue d'exister dans notre droit civil par l'interprétation erronée qui est faite de la communauté de vie définie à l'article 215 du Code civil en communauté de lit. Ce décalage n'est pas neutre. Il entretient l'idée que le mariage pourrait encore créer une forme de disponibilité sexuelle implicite. Objectif du texte, donc, compléter cet article 215 du Code civil et préciser noir sur blanc que la communauté de vie n'implique aucune obligation d'avoir des relations sexuelles entre époux. La proposition de loi a été adoptée ce matin en commission. Elle sera examinée dans l'hémicycle la semaine prochaine. Et puis, ce n'était pas prévu, mais aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on a aussi parlé des îles Malouines. Oui, ce territoire britannique d'outre-mer dans l'Atlantique Sud, revendiqué par l'Argentine. Attention, sujet sensible, qui a provoqué ce matin un incident en commission des affaires étrangères avec l'ambassadeur d'Argentine en France. Je viens de constater que je suis assis devant une carte qui montre les îles Malouines, las Islas Malvinas, comme faisant partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Je ne peux pas, en tant que représentant de l'État argentin, parler librement devant cette carte. Ça revient à légitimer une situation qui constitue une atteinte, un attentat à la souveraineté de mon pays. Aïe, ça ne passe pas. Alors, on a fait un gros plan sur cette carte, vous allez la voir. Entre parenthèses, il y a l'abréviation RU pour Royaume-Uni. Bruno Fuchs, le président de la commission, a tenté de dédramatiser, sans succès. Monsieur l'ambassadeur, Malouines, entre parenthèses, donc on sait que ce territoire est contesté. On n'a pas attribué, comme vous le dites, sur cette carte. Donc il y a cet élément. C'est désigné comme Royaume-Uni. Il y a cet élément.
Donc je me permets de signaler, je ne sais pas s'il y a une manière de recouvrir cette carte pendant mon intervention. Et les désirs de monsieur sont désordres. 4 minutes après le début de cette audition, un post-it, vous le voyez, est collé sur la carte, juste derrière l'ambassadeur. Incident diplomatique évité de justesse, Adeline. On ne parlera jamais assez des post-it dans la diplomatie, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Cette même commission des affaires étrangères qui a reçu juste avant l'ambassadeur d'Argentine les parents de Christophe Glaise, le journaliste de SoFoot, journaliste de sport emprisonné en Algérie et condamné à 7 ans de prison. Oui, des parents accueillis ce matin par la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Vous le voyez sur cette photo. Ils ont ensuite répondu aux questions des députés avec un message. Le plus urgent pour Christophe, c'est que la demande de grâce que j'ai formulée auprès du président Tebboune le 10 décembre dernier soit acceptée et qu'il puisse retrouver la France, sa famille, ses amis. C'est ça que nous demandons maintenant le plus urgemment possible. Et à noter, RSF, l'organisation de défense de la presse, se mobilise avec une grande soirée de soutien à Christophe Glaise le 29 janvier au Bataclan. 29 janvier au Bataclan, c'est bien noté. Merci Marco Pommier, merci à tous les trois d'être venus bruyamment ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. Merci Mariette et merci Laurent. Et merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Vous la retrouvez aussi sur lcp.fr et sur les plateformes de podcast. Nous revenons demain en direct à 19h30. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment une excellente soirée sur la 8. À demain.